Nous sommes en 1923 et nous assistons à la naissance du premier club de radioamateurs au Québec. L'Association radioamateur de la Mauricie fut fondée suite à un concours de circonstances qu'il fait bon se rappeler. Parmi les jeunes amateurs du temps, on remarquait un élève du frère Germain, Arthur Kemp, natif et citoyen des Grandes Piles. Arthur manifestait un très vif intérêt aux classes de physique. Comme il était pensionnaire et que le cafard le poursuivait parfois, le frère Germain lui permit de se servir de son transmetteur installé à l'Académie de La Salle depuis quelques années. C'est ainsi que notre ami et futur fondateur de VE2MO connut presque tous les amateurs de la Mauricie et tous les secrets de la radio, ce qui l'amena tout naturellement vers la fondation de cette association. C'est à la résidence d'Arthur Kemp, au 20 rue La Violette à Trois-Rivières, un 15 octobre 1923, qu'on établissait solidement ce club sous le nom de l'Association de radio des Trois-Rivières, The Three Rivers Radio Association. Un comité temporaire fut formé, et un extrait du procès-verbal de cette assemblée mentionne que Georges Hébert fut choisi comme président temporaire, Joseph Bradley comme vice-président temporaire et Arthur Kemp comme secrétaire temporaire. C'est le révérend frère Germain qui présidait la réunion. Rappelons que les amateurs de la région de la Mauricie ont joué un grand rôle dans l'établissement de la radio amateur au cœur du Québec en donnant naissance au club pionnier. Parmi ces hommes, ces femmes, plusieurs noms se détachent nettement de l'ensemble du paysage mauricien. Ce sont Arthur Kemp, VE2 Echo Kilo, le fondateur Charles-Édouard Robert, VE2 Echo Charlie, secrétaire du club durant une très grande partie de son existence, Albert Damon, VE2 India Juliette, vice-président en 1935, et tous les présidents qui se sont succédés par la suite. Il y avait 14 amateurs présents à cette assemblée de fondation. Les premiers membres furent J.O. Dosti, Hector Landry, Alex Walker, Léon Trépanier, Edwin Kemp, Léo Collins, J.L. Blondeau, Édouard Bruno, Rainer Hodgson, Léon Girard, François Norbert, Charles Héroux, Philippe Giroux et Charles Hamel. La deuxième assemblée de l'association fut tenue le 5 novembre 1923 au même endroit, à la résidence d'Arthur Kemp. Le montant de la contribution fut fixé à 50 cents par mois et il fut aussi décidé d'imprimer des cartes de membres. Le 19 novembre, une autre assemblée eut lieu où il fut proposé et adopté différents articles de la Constitution. À la quatrième assemblée, le 3 décembre 1923, 10 membres étaient présents et le président Georges Hébert demanda au conseil d'administration d'accepter sa démission. Il ne fut pas donné de raison à cette démission et celle-ci fut acceptée à l'unanimité. L'année suivante, en 1924, c'est Jean-Louis Blondeau qui assume la charge de président. En 1918, la lampe électronique et le microphone devinrent de plus en plus populaires. Reginald Fessenden, ce professeur de physique de Knowlton, avait trouvé le moyen d'ajouter le son sur une onde hertzienne et l'abbé Georges Desilets avait modernisé son émetteur. Le jeune Arthur Kemp, grâce à son esprit d'entreprise et un flair certain, fonde une compagnie à vocation commerciale sous le nom de la Compagnie Radio-Concert et il se voit attribuer un indicatif de station commerciale 10-AV. C'est de cette station que s'est diffusée la toute première émission de radio aux Trois-Rivières en 1925. Cette station était située sur le boulevard des Forges. Même si l'indicatif de cette station commerciale semble être un peu étrange, il avait bel et bien été assigné à Arthur Kemp par les autorités fédérales. À l'Assemblée, citée plus haut, on avait fait voter une résolution qui engageait l'association à payer 50% des dépenses encourues par l'organisation du club, alors que la compagnie Radio-Concert d'Arthur Kemp s'engageait à payer l'autre 50%. Ce fut probablement le premier engagement d'un commanditaire d'un club de radio à travers le monde. Bien évidemment,
Tous ces adeptes de la radiocommunication ne possédaient pas encore d'indicatif, ou s'ils en possédaient un, n'était pas indicatif officiel émis par les autorités. Il semble que seul Arthur Camp et quelques autres membres fondateurs possédaient un indicatif. Celui d'Arthur Camp était 2 éco-kilos. Il faut noter ici que le préfixe VE n'avait pas encore été décrété par les autorités gouvernementales. Ce préfixe fut officialisé peu de temps après, probablement entre les années 1925 et 1930, car dans un bulletin officiel du gouvernement, ministère de la Marine, de 1932, le préfixe VE2 est déjà utilisé alors que 10 ans auparavant, en 1922, seul le chiffre 2 et le suffixe étaient utilisés. Puis le 28 novembre 1922, à Nice, après plusieurs essais infructueux, Léon Deloy, Fox 8 Alpha Bravo, parvint à entendre la voix de Frédéric H. Schnell, qui émettait des États-Unis, et il put lui répondre. La première conversation radio-téléphonique internationale dans les deux sens était réussie. Dans son numéro de novembre 1925, la Revue populaire avait écrit ce court entrefilet. Un record de TSF. M. Léon Deloy, amateur sans filiste, est parvenu à établir au mois d'octobre de l'an dernier, avec une longueur d'onde de 86 mètres, une communication en TSF bilatérale entre Nice et un amateur de la Nouvelle-Zélande. C'est le record de portée pour cette longueur d'onde. C'est en octobre 1926 qu'a lieu l'inauguration officielle de la première liaison radiotélégraphique entre Londres et Montréal. Par la suite, 2 autres liaisons radiotélégraphiques s'ajoutent au service au mois de mars 1928. Un circuit avec New York et en juin de la même année un autre avec Melbourne en Australie. Et en début des années 30, une autre première se présente. En effet, les communications radiotéléphoniques débutent entre Londres et Montréal le 11 juillet 1932. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine publication sur l'étonnante histoire de l'Association radioamateur de la Mauricie, VE2MO, et de son retour en 1933. Ici Georges, VE2 TVA.